Bonjour à tous, merci de venir nous écouter nos panélistes. Je suis Anne-Sylvaine Chassani, je dirige le bureau du Financial Times à Paris et je vais vous présenter notre panel qui va discuter de Keynes. Est-ce qu'il faut enterrer Keynes ? C'est un sujet qui a de l'actualité, puisqu'on est dans une phase d'incertitude et qu'on risque de rentrer dans une phase de cycle peut-être négatif avec le Brexit. Merci le Royaume-Uni. C'est plus près. Et je vais vous présenter nos panélistes qui sont à la fois, qui vont pouvoir vous donner une perspective macroéconomique qui est aussi un peu plus concrète avec des banques, comment justement la politique monétaire peut se transmettre dans l'économie réelle. Nous avons Patrick Artus, que je ne présente plus, n'est-ce pas? Économiste. Qui va nous aider, donc Cercle des économistes, qui va nous mettre un peu en perspective ce panel. À côté de moi, Pierre-René Lemas, qui est directeur général de la Caisse des dépôts, qui a été aussi secrétaire général de l'Élysée il n'y a pas si longtemps que ça, donc il pourra avoir aussi le temps passe, mais bon, quand même, ça reste encore assez frais. Nous avons Guillermo Perry, ancien ministre des Finances de Colombie, qui va pouvoir nous donner sa perspective des pays, des marchés émergents. Et enfin, Philippe Vidal, du CIC, qui là aussi pourra nous donner une petite... Pardon ? Ah oui, Guntrap, pardon. Oui. Donc oui, c'est ça. Et Guntram Wolf, excuse-moi, Guntram Wolf, qui est directeur au think tank européen de Bruegel. Voilà. Est-ce que, Patrick, tu pourrais nous introduire le sujet et nous donner un petit peu le cadre macroéconomique du débat ? Et merci à Sylvaine. Bonjour à tous. Donc, je vais introduire ce débat sur l'enterrement de Keynes. Et après avoir enterré Keynes, après le déjeuner, on réformera la France. On fait les choses dans le bon ordre, vous voyez. Donc, je voulais faire 3 points. Le premier, c'est pour vous dire qu'on a vécu depuis 10 ans un très grand changement du consensus ou même du paradigme au sujet de l'efficacité ou de l'effet des politiques budgétaires. On vivait depuis très longtemps, en fait, avec l'idée que les économistes appellent du doux nom de neutralité ricardienne, mais qui venait de beaucoup d'analyses qui avaient été faites dans les années 90 sur des programmes d'ajustement budgétaire dans des pays comme la Suède, le Canada, l'Italie, qu'on pouvait réduire les déficits publics sans créer de coûts pour l'économie, sans perdre de croissance, sans augmenter le chômage. Et ceci venait de cette idée simple que si on baissait les dépenses publiques, les entreprises et les individus et les ménages anticipaient que plus tard, les impôts seraient plus bas et donc se mettaient tout de suite à consommer davantage. Donc on avait tout de suite moins de dépenses publiques et plus de dépenses privées, et ceci permettait d'avoir des ajustements budgétaires sans coût, sans coût pour la croissance ou le chômage. Et ce paradigme, cette conviction a été appliquée au début de la crise de 2008-2009, avec l'idée que si les États utilisaient non pas la hausse des impôts, mais la baisse des dépenses, très vite, on pouvait commencer à résorber les déficits. Et vous avez vu qu'en Europe, on a extrêmement rapidement demandé aux pays du Sud, en particulier, de réduire très vite leurs déficits, avec l'idée que ceci pouvait être totalement inoffensif du point de vue de l'activité. Et puis, il est arrivé un assez grand nombre de travaux d'économistes, des travaux quantitatifs, de plus en plus bien faits, avec un grand débat entre les économistes, avec un rôle important du FMI, mais de beaucoup d'autres institutions, et qui a complètement changé cette vision de la politique budgétaire, puisqu'on est passé de l'idée dominante que monter les impôts c'était mal et baisser les dépenses publiques c'était bien, en gros, à une idée dominante qui était que réduire les déficits publics dans des périodes de difficultés économiques et de récession, c'est quelque chose qui avait un effet extraordinairement négatif sur l'activité. Alors les économistes utilisent quelque chose qui s'appelle le multiplicateur budgétaire. Un multiplicateur budgétaire, c'est l'effet sur la croissance
du changement de 1 point de PIB du déficit. Donc si vous baissez de 1 point de PIB le déficit public, vous perdez. Combien de croissance perdez-vous ? Le consensus antérieur, c'était que si on le faisait, cette réduction des déficits par une baisse des dépenses, on perdait 0, en gros, ou un chiffre très petit. Et aujourd'hui, le consensus, c'est que si on baisse de 1 point de PIB les dépenses publiques, on perd, dans une période de difficulté, de chômage, ça, on perd entre, suivant les estimations, 1,5 et 2,5% du PIB. Donc il y a un effet négatif énorme des restrictions budgétaires en période de récession ou de sous-emploi. Alors évidemment, ceci change totalement la perspective. Vous avez peut-être vu dans les dernières semaines, d'ailleurs même très récemment, des textes d'autocritique, on peut dire ça, du FMI, disant mais si on avait su ça, on aurait demandé aux États d'aller moins vite dans la réduction des déficits. Ce qu'ont fait certains États, regardez les États-Unis, le Royaume-Uni, et on sent que la doctrine évolue doucement quand même en Europe aujourd'hui, mais on voit qu'il n'y a pas d'enthousiasme à la Commission européenne pour mettre des pénalités sur des pays comme l'Espagne, par exemple, ou le Portugal, qui ont des déficits au-dessus de ce qui était normalement le cas. Donc voilà, c'est un changement considérable, je dirais, du consensus. Je verrai si mes camarades à droite partagent ma conviction, mais c'est quelque chose qui change totalement la façon de gérer dans des crises les déficits. Il ne faut pas être pressé de réduire les déficits quand on a eu une crise économique. Deuxième point, j'accélère. Ceci, c'est la gestion cyclique du déficit. On a un autre problème majeur qui est le problème de la dette. On a des dettes publiques dans la plupart des pays, pas en Allemagne, mais dans la plupart des pays qui vont entre 100 et, au Japon, 240% du PIB. Et la question, de temps en temps, réapparaît, mais elle réapparaîtra de façon structurelle. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec les dettes publiques ? Comment on va réduire ces dettes ou vivre avec ces dettes ? Aujourd'hui, on a une technologie qui est une technologie monétaire. À peu près partout dans le monde, les banques centrales font en sorte que les taux d'intérêt soient beaucoup plus bas que les taux de croissance. Donc il y a un vieux théorème d'économie qui dit que si le taux d'intérêt est de 0, c'est pas grave d'être endetté, Mais cela étant, on sent que cette politique ne pourra pas être perpétuellement maintenue. À un certain moment, il faudra utiliser une autre technique que la technologie monétaire pour vivre avec les dettes publiques élevées. Qu'est-ce que peut être cette autre technique ? Ça peut être une technique allemande. Donc en gros, on fait des excédents budgétaires, on épargne, on se serre la ceinture et on fait baisser le taux d'endettement public. Ça peut être le défaut, ou ça peut être des politiques de stimulation de la croissance, c'est-à-dire sortir par la croissance des déficits. Cela étant, ce n'est pas notre débat de ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui, les perspectives de croissance à long terme sont extrêmement faibles dans beaucoup de pays. Alors, mon dernier point, pour conclure et pour ne pas dépasser mon temps, c'est de dire, mais comment rend-on tout ça cohérent et compatible ? Si d'un côté, vous savez qu'il ne faut pas réduire les déficits publics quand ça va mal, et qu'une drame ou d'autres, d'ailleurs, nous diront que peut-être ça va à nouveau aller mal grâce à nos amis britanniques, et que donc il faut être extrêmement prudent sur la réduction des déficits, donc il faut prendre son temps, et que d'autre part, on n'a pas vraiment d'idée sur la façon dont on va se débarrasser des dettes publiques une fois qu'on les a accumulées. Comment est-ce que vous rendez ces deux choses radicalement contradictoires, cohérentes ? La seule solution, c'est sans doute, et c'est quand même un consensus assez large chez les économistes, qu'il faut faire des investissements publics qui ont un effet positif sur la croissance potentielle, c'est-à-dire qui permettent d'avoir plus de croissance plus tard. Alors c'est totalement tarte à la crème, je veux dire, on peut dire ça de façon tout à fait convaincante en disant il faut un grand programme d'investissement public, en particulier en Europe, qui ait des effets sur la croissance. La question évidemment très importante ici, c'est, et nous avons le plan Juncker, je crois que Guntram peut en parler, qui est cette idée qu'il faut mutualiser des programmes d'investissement intelligents en Europe, mais la question c'est est-ce que vraiment cette conviction que c'est ça la solution. Est-ce que c'est vraiment la vraie solution ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'infrastructures publiques supplémentaires ? Quelle est la taille d'un plan d'investissement public qui ne va pas se mettre à faire des choses tout à fait inefficaces ? On ne va pas reconstruire des routes qui vont nulle part comme les Japonais, ou bétonner le fond des rivières pour que l'eau coule mieux. Voilà. Et est-ce que ce consensus un peu mou vient finalement de l'idée qu'on peut tout réconcilier en investissant dans les infrastructures, dans la connaissance, etc. Est-ce que c'est vrai dans la pratique, ou est-ce qu'on est extrêmement limité dans la taille de ce genre d'effort d'investissement, et donc ça ne suffit pas à régler le problème à la fois d'activité et d'endettement public à moyen terme. Donc voilà les questions par lesquelles je voulais commencer. Merci beaucoup, Patrick.
Guntram, alors est-ce que, en effet, c'est vrai que c'est un peu tarte à la crème de dire qu'il faut relancer les investissements publics. Tous les membres, tous les chefs d'État européens se sont réunis à Bruxelles la semaine dernière. Non, cette semaine, pardon, je confonds un peu. Cette semaine, le temps passe trop vite. Ils ont réitéré leur souhait de promouvoir la croissance au niveau européen, mais c'est vrai que le plan Juncker n'a pas vraiment encore démontré, fait ses preuves, ni les plans d'investissement antérieurs. C'est une question de taille ou c'est juste en effet que aujourd'hui, cette tarte à la crème qu'il faut relancer les infrastructures ne fonctionne pas? Merci beaucoup. Si ça vous dérange pas, je vais parler en anglais. Comme ça, on n'est pas, Guillermo n'est pas le seul de parler en français, en anglais sur le panel. So I think the question was, is it time to bury Keynes? And I think really burying Keynes, first of all, he's already buried, of course, but I think it always depends on the time. You know, there's Keynesian moments and non-Keynesian moments, and I want to spend a bit of time explaining when is a Keynesian moment and when is not a Keynesian moment. And let me start by looking at a few macroeconomic indicators. I think it's important to see that inflation in the Eurozone and, in fact, in many countries around the world is very, very low. And what that usually suggests is that there is a weakness of demand. So that's why prices don't rise as much. There's excess supply, and certainly in China we have a lot of excess supply that is really excess supply, but then there's many countries where we have a weakness of demand, arguably. And I think this is really certainly also the case in the Eurozone as a whole. Now then the question is, what do you do about this low inflation and this weakness of demand? And I think basically you have a few different instruments. One is, of course, monetary policy, and I think what we've seen is that monetary policy in the Eurozone has been rather slow in reacting, but is now, in fact, extremely expansionary. And arguably, doing more with monetary policy is going to be quite difficult because the ECB is already buying a whole lot of stuff every month. It has flattened the yield curve, and thereby it has really already created extremely favorable financing conditions for companies. Basically, companies can issue corporate bonds, and the ECB buys those corporate bonds, and the cost for these corporate bonds is even at a 10-year length very, very low. So arguably, the ECB cannot do much more, because if they were trying to do more, I think there would be also some financial stability risks. In particular, bank profitability, I think at the moment is being squeezed quite a bit by the flattening of the yield curve, and so I think really there's not much more that the ECB can do. Now then, there's basically two remaining options. One is more structural, and one is more sort of Keynesian and fiscal. And I think those two options are both underexploited in the Eurozone, certainly in the Eurozone. If I think about the structural side, I have in mind really all the issues that address the debt overhang that we have in a number of our sectors. Now look at an economy like the Spanish economy or the Italian economy. The Spanish economy clearly has a corporate debt overhang and a household debt overhang. Italian economy has lots of non-performing loans in the banking system. Now, if you don't clean up those zombie problems, demand is not gonna surge, and so this is really structural, because in a sense it's structural. You have to intervene, and you have to force the write-down of debt, and you should not, just be complacent and wait until this problem gets away. So I think really there is a structural side to it, but then there is a fiscal side to it, and since we are talking about Keynes, let me talk a bit about the fiscal side. What fiscal policy can do, it can sort of help create demand from the public sector side. And what the public sector can do is it can borrow at a very cheap rate. 10-year rates have now been negative for Germany and very low for France. So we can borrow at a very cheap rate.
If we think, and if we are sort of optimistic about our ability to use this money in a productive way, then it should make total sense. And I think the divisions that we are seeing in different countries, namely between Germany and France, are partly related to the assessment of whether we can actually productively still invest. I think there is a lot of skepticism in Germany whether or not we can invest productively, or whether when we spend more money, we just basically waste that money somewhere. And so I think it's absolutely crucial to think very carefully about what are productive investment projects to invest into. You mentioned the bridges that go to nowhere. So that would be a bad example, but I can think of a lot of good examples like education, like integrating financing programs to integrate immigrants into the economy, into the labor market, and so on. So I think there's a lot of positive examples you can think of, but you have to really think about it carefully. My last quick 2 points. You mentioned already Brexit. I think what Brexit is doing is it is creating uncertainty. It has created already a lot of uncertainty. And what we know is if uncertainty increases, risk aversion increases, and that means basically less investment, and so it weighs on demand. And that's not just in England. It's also the entire continent is affected, and arguably even the entire world economy has, some repercussions, is feeling some repercussions. Well, perhaps I stop here for now. Thank you. Merci, Guntram. Guillermo Peri, what are your thoughts? Do you think Keynes has died forever, or he's resuscitating from the dead? Well, I'm going to talk about developing countries. And developing countries, policymakers have always wanted to be Keynesian in bad times. And normally they can't, because they have not saved in good times. They have increased their debts in good times and they spend a lot. So markets are not going to finance big deficits in bad times. So everybody that has studied fiscal policy in developing countries in the past came to the conclusion that most countries applied pro-cyclical fiscal policies during most of the period. I mean, in booms, they increased the spending, and in busts, they had to cut down. Now, this is changing. If you do this exercise for the last 15 years, then about half of the countries in Latin America and even in sub-Saharan Africa become either counter-cyclical in the management of fiscal policies, or at least acyclical. It's a major change. And let me give you a narrative of Latin America in the last cycle to show why it is very important. We can divide 3 groups of countries during the boom times of 2003 onwards for Latin America. There were 2 of them that did enormously expansionary fiscal policies during the boom, totally ridiculous pro-cyclical fiscal policies. And they ended up in tears in 2007. They were Venezuela and Argentina. As soon as the financial crisis began in 2007, they lost market confidence, they lost market access, there were capital outflows, they lost reserves, had to apply capital controls, and they went into deep recessions. Then it was the turn of Brazil. Brazil also continued to do expansionary fiscal policies during most of the boom, not as extreme as Venezuela and Argentina. And in 2013, also before the fall of commodity prices, when the Fed began to announce the end of monetary expansion, they had capital outflows and went into a recession, even before the political crisis. Now, other countries that did mild expansionary fiscal policies did not do as bad, but now have to do, together with Venezuela, Argentina, and Brazil, have to do fiscal adjustments during the slowdown.
This is the case of Mexico, this is the case of Colombia, this is the case of Ecuador. We have three very good examples on the contrary, which are surprisingly Bolivia and not surprisingly Chile and Peru, which actually had fiscal surpluses during the boom years. They don't have to do fiscal adjustments now. They may not be able to do a lot of expansionary fiscal policy, but they don't have to do contraction. But in addition, during the boom years, they didn't have Dutch disease effects. The problems of industry suffering because of very high appreciations of the currency were felt in Brazil, were felt in Colombia, were felt in Mexico, but they were basically not so much felt in Chile, in Peru, and in Bolivia. In addition, once the boom ended, the currencies that have, the government that have floating currencies, the central banks, let the currencies depreciate as they should, and depreciation in Chile and Peru and Bolivia was small, contained. But depreciation in those countries that had let the currency overvalue too much, like in Brazil and Colombia, were huge nominal depreciations that went into increases in prices and price expectations, so the central banks had to tighten monetary policy as well. So in these countries, we are now having to do pro-cyclical fiscal adjustments and pro-cyclical monetary adjustments at the same time. So this narrative shows that it doesn't seem to be time to bury Keynes yet. Alors, Pierre-René Lemain, est-ce que vous pensez également que Keynes n'est pas tout à fait mort et qu'il faut peut-être même le faire revenir sur le devant de la scène? Je ne sais pas s'il faut le faire ressusciter, mais j'approuve ce que dit Guillermo Peri. Il n'est pas encore mort. J'avais envie de faire deux réflexions liminaires en nous écoutant. La première, c'est que, enfin, tout le monde connaît les aphorismes de Keynes, mais il y en a un que j'aime bien, c'est celui qui dit que les économistes sont sur la banquette arrière. Et comme les économistes sont sur la banquette arrière pendant que les autres acteurs économiques, à commencer par les politiques, conduisent, finalement, tout le monde a mal au cœur. Keynes a mal au cœur. Et je ne pense pas qu'il est mort, je pense qu'il a mal au cœur. Et qu'il faut trouver des remèdes. Et puis, il y a une deuxième réflexion que je me faisais en écoutant M. Arthuis tout à l'heure, c'est si Keynes est mort et si Keynes égale les politiques contracycliques, la Caisse des dépôts est morte, et donc j'ai un moment de désespoir, si vous voulez, un moment d'immense chagrin, là, ce matin. Quand je dis la Caisse des dépôts, je veux dire aussi la KfW, la Casa di Depositi, la Caixa au Brésil, et l'ensemble des institutions qui, dans beaucoup de pays du monde, et notamment dans les pays du Sud, ont ce métier particulier d'être un acteur des politiques contracycliques. L'Union européenne, depuis quelques années maintenant, est en train de théoriser ça sur la notion de banque de développement, Promotional Development Bank, ce qui veut à peu près rien dire, mais qui renvoie, qui voudra dire quelque chose naturellement dans la réglementation européenne et qui permettra d'imposer des règles supplémentaires, mais puisque c'est comme ça que c'est souvent conçu, mais je pense que c'est une notion qui est très riche. Alors moi, je suis au croisement des deux, hein. Ni le politique qui écoute l'économiste, ni l'économiste, pardonnez-moi. J'ai deux ou trois réflexions sur ce sujet. La première, c'est qu'on retrouve des vieilles notions qui avaient été contestées ou interprétées dans un autre sens et qui maintenant redeviennent des notions de devant de scène, hein. Les notions de multiplicateurs budgétaires, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elles étaient contestées, qu'elles étaient mises en cause, que le rapport de 1 à 1 était contesté, aujourd'hui sont sur le devant de la scène, et tout le monde défend cette idée qui a été évoquée tout à l'heure, selon laquelle, à situation donnée, de sous-emploi et de difficultés de croissance, il vaut mieux pousser sur l'accélérateur budgétaire. Vaut mieux d'ailleurs, dit-on aujourd'hui, pousser sur l'accélérateur budgétaire par la voie des dépenses, plutôt que par la voie de la diminution des impôts. Ce qui donne à réfléchir au regard des dogmes qui prévalaient il y a encore 5 ans, 10 ans, les dogmes d'avant la crise. Et moi, la première leçon que j'en tire, c'est qu'on a plutôt intérêt à éviter de s'arrêter aux dogmes. Et qu'aujourd'hui, à l'évidence,
l'effet de multiplicateur budgétaire qui peut être induit par la dépense publique, semble-t-il, aujourd'hui, est contesté par personne. À la fois parce que c'est un canal de croissance sur le court terme et un canal de croissance sur le moyen terme ou sur le long terme, je ne le développe pas. Alors on peut se poser la question de savoir si une grande politique d'investissement menée au niveau national, au niveau européen et même au niveau international a du sens dans ce contexte-là. Et là, moi, j'ai une nuance quand même par rapport à Patrick Astup, parce que le monde est pas fait comme ça. Le monde est aussi fait de besoins. Le monde est aussi fait de gens. Le monde est aussi fait de réalités concrètes à laquelle aujourd'hui le marché n'est pas capable de répondre en matière de logement, en matière de logement social, en matière d'équipement public, au sens hospitalier, au sens accueil des personnes âgées, au sens développement de l'école. Je ne parle même pas du développement des technologies qui, en général, nourrissent le contenu des grandes politiques en Europe ou dans d'autres pays. Je parle des besoins de base. Et je crois que chacun peut reconnaître, par exemple, que dans un pays comme l'Allemagne, avec la situation économique qui est la sienne et la gestion budgétaire rigoureuse qui est la sienne, je suis sûr que vous ne me démentirez pas si je dis qu'il y a une question qui se posera bien un de ces jours, celle de l'entretien du réseau routier, celle de l'entretien de la voirie dans les grandes villes, celle, au fond, des équipements publics qu'on a laissés, d'une certaine manière, comme ça, sans politique systématique, ni d'entretien, ni de renouvellement. C'est un choix conjoncturel. Moi, je pense que si on se pose la question du point de vue des besoins, la question de l'investissement est une question qui ne peut pas être juste théorique. Et puis, je dis un deuxième élément, c'est que une deuxième réflexion qui est complémentaire, c'est que finalement, on peut avoir le sentiment qu'on est dans une période où, j'ose à peine, puisqu'on parle de Keynes, enfoncer tous les lieux communs, des citations de toutes sortes, mais ça m'est venu à l'esprit tout à l'heure. Non seulement Keynes redevient un peu à la mode, mais depuis quelques mois ou quelques années, j'ai compris que Gramsci revenait à la mode. C'est extraordinaire, dans ma génération, d'ailleurs, Gramsci était très à la mode, a disparu, a été récupéré d'idéologie de gauche par des idéologies de droite, et ça devient très à la mode de citer Gramsci. Mais il y a au moins une chose qui est juste dans Gramsci, qui correspond à la période d'aujourd'hui, c'est que sans doute on est en période de transition. C'est-à-dire on a tous l'intuition que le vieux monde est mort, on a tous l'intuition que quelque chose a des difficultés à naître, comme il le disait, et que dans cette période-là, on traverse la crise. Donc l'autre question, c'est de savoir si on n'est pas en situation aujourd'hui, il faut prendre conscience de l'existence de ces transitions. Or, les transitions, c'est des moments qui sont le chemin, qui sont des passages vers quelque chose. Et pour aller là où les sociétés sont en train d'aller, on sait où est le cheminement. On sait qu'on aura besoin de développement d'infrastructures haut débit, on sait qu'on aura besoin de développer le numérique. On sait qu'on aura besoin de gérer les transitions écologiques, les transitions énergétiques. Le prix de pétrole ne sera pas toujours au niveau où il est aujourd'hui. On sait que les objectifs qui ont été fixés, par exemple, à l'occasion des grandes conférences internationales type COP 21, et puis demain la COP 22 au Maroc, etc., sont des objectifs de long terme. Ces objectifs de long terme, ils passent par un chemin. Ce chemin, c'est des transitions, et ces transitions, elles nécessitent un financement en investissement. J'additionne des banalités de nature un peu différente. La première, c'est le besoin dans nos pays d'avoir encore des investissements en infrastructure. Le deuxième, c'est d'avoir ce que dans tous les pays du monde, on appelle avec des mots différents, qui sont un peu une grande banalité dans l'expression des investissements d'avenir autour du numérique, autour des transitions, etc. Et c'était le sens de ma deuxième réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace encore pour une politique, à condition qu'elle soit coordonnée en matière d'investissement. Puis j'ai une troisième remarque, et pardon, à nouveau, je suis au croisement entre la réflexion et ce que fait un acteur, et notamment un acteur public. Ma troisième réflexion, c'est qu'au fond, c'est une chose qu'on peut retenir de Keynes, parce que l'expérience a montré que ça correspondait à une réalité. Et après tout, au fond, ce qu'on a tous aimé dans Keynes, c'est le fait qu'on croisait la réflexion économique avec l'expérience, et qu'on créait même la réflexion économique à partir d'une analyse du réel. C'est l'importance d'ancrer les anticipations. Et moi, je crois que l'un des rôles de la puissance publique, des acteurs publics et d'un acteur comme peut l'être la Caisse des dépôts et à nouveau des institutions équivalentes dans les grands pays du monde, c'est d'ancrer les anticipations. C'est-à-dire d'ouvrir la voie
et de montrer aux entrepreneurs qu'il y a une possibilité de se développer dans telle ou telle direction. L'ancrage des anticipations, ce n'est pas un investissement avant, ni un investissement pour le compte d'eux. C'est une manière qui me paraît très importante aujourd'hui d'entraîner les investisseurs privés. Et de les entraîner vers quoi? Vers des anticipations stables de long terme. Alors naturellement, les politiques publiques sont souvent, dans la plupart de nos pays, un peu erratiques, vont dans un sens, vont dans l'autre. Mais je pense qu'un certain nombre d'acteurs publics de ce type sont des acteurs publics qui peuvent jouer ce rôle de stabilisateur de l'investissement privé. Et pour être très concret, nous avons à la Caisse des dépôts française un partenariat continu avec nos homologues de la KfW, avec nos homologues de la Casa di Depositi. On se voit et on se téléphone à peu près toutes les semaines. On fait étrangement une espèce de coordination des politiques d'une manière infragouvernementale. On se voit entre nous. Et on essaye de s'adapter à la réalité des orientations européennes, mais on essaye aussi d'anticiper les choses. Et ce qu'on arrive à faire d'une manière qui me paraît utile, en tous les cas dans la période dans laquelle on est, c'est au fond de dire qu'un sou d'argent public, un euro d'argent public, au fond, peut entraîner sur un investissement beaucoup d'argent privé. Et que cette réalité qu'on a connue il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, quand on parlait dans nos pays européens d'une vieille notion devenue désuète, quoique, qui est celle d'économie mixte, on pouvait mettre un peu d'argent dans un fonds d'investissement, par exemple, qui soit de l'argent public et qui permette de faire venir des investisseurs en les sécurisant. Et en les sécurisant comment? En les sécurisant parce qu'à un certain moment existe une signature de la puissance publique. Une signature de la puissance publique, ce qui veut dire pas seulement une garantie du marché. Et je crois que de ce point de vue-là, à mon avis, il y a encore, parce que je ne veux pas développer au-delà, beaucoup de leçons à tirer du vieux Keynes. Oui, donc il faut peut-être être un peu plus malin dans ce déploiement de cette théorie keynésienne. Monsieur Vidal, vous êtes directeur adjoint du CIC, vous êtes un peu à la lisière justement vous voyez bien ce que font les acteurs privés. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils attendent un peu plus d'impulsion des économies, des pouvoirs publics pour de lisibilité et d'ancrage des anticipations, probablement. De ce point de vue-là, je rejoindrai parfaitement Pierre-René Lemain. Moi, je me situerai effectivement sur un terrain qui est plus celui du banquier qui accompagne l'économie. Hein. Finalement, c'est aussi tout à fait important de savoir comment les entreprises, les ménages réagissent dans l'environnement que l'on connaît et avec les incitations publiques qui sont mises en œuvre. Première observation, qui est une banalité que tout le monde connaît, le commerce est devenu de plus en plus international, les entreprises sont mondialisées, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, et donc c'est une concurrence à laquelle il faut s'adapter. Et on a beaucoup de belles entreprises qui performent parce qu'elles sont internationales, qu'elles ont les produits et services qui fonctionnent bien et qui leur permettent de se développer. C'est de plus en plus international, à la fois parce que les pays le souhaitent. Hein, il y a beaucoup d'accords intergouvernementaux qui permettent de développer le commerce, mais aussi parce que la technologie dépasse les frontières et que là, les gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose. On pense évidemment naturellement à tout ce qui est numérique, mais pas que ça. Et on voit bien la difficulté des gouvernements à localiser où se crée la valeur ajoutée, à prélever l'impôt qui va avec, etc. Et donc là, toute politique keynésienne d'un pays prise isolément, évidemment, n'a plus de sens, n'a plus d'efficacité réelle et ne peut que développer les importations et donc avoir sur le pays lui-même une efficacité tout à fait relative. Compétition internationale dans laquelle les entreprises qui sont bien internationalisées fonctionnent et arrivent à préserver sièges sociaux, centres de recherche dans le pays. Patrick Pouyanné en était l'exemple tout à l'heure. Là-dedans, on voit bien que, évidemment, le maintien des centres de décision tient à la qualité du management d'entreprise, tient aussi à la compétitivité des États. Et là, on n'est évidemment pas seul dans la compétition et il faut pouvoir s'adapter. En 2008-2009, dans la crise, il y a eu un effort budgétaire considérable qui a été mis en œuvre par à peu près tous les pays, en tout cas occidentaux,
de cette situation-là, tout le monde sort à une vitesse qui est à géométrie variable. Et donc, c'est un élément de compétition qu'il faut évidemment prendre en considération. Troisième considération, les investissements productifs, en tout cas en France et probablement en Europe, restent globalement modérés. Ça, c'est l'observation du banquier. Il y a beaucoup d'argent, les taux sont très bas, tout est accessible. Ce que l'on voit le plus, ce sont des rapprochements d'entreprises. Donc, voilà, donc l'activité de M&A a été très importante en 2015, faiblit légèrement en 2016. Et finalement, c'est quoi? C'est que les banquiers sont peut-être prudents, mais les chefs d'entreprise le sont tout autant. Et donc, cette masse d'argent disponible, elle permet de rationaliser des secteurs économiques, elle permet de rendre probablement des entreprises demain plus fortes, mais à court terme, en termes d'emploi, c'est pas tout à fait extraordinaire. Donc, là-dedans, aller rajouter de la relance budgétaire, je ne suis pas sûr que ça soit exactement ce dont on ait totalement besoin aujourd'hui. Quatrième observation, toutes les entreprises, tous les ménages sont des observateurs avisés de l'économie à leur façon. Donc ils savent que nous sommes en déficit durable depuis des années, ils savent que le pays est endetté, ils savent qu'on aura des problèmes pour les retraites. Voilà, dans cet environnement-là, qui est aussi la difficulté en France à mettre en œuvre des réformes significatives, que font les ménages et les entreprises? Elles préservent du cash. Donc, vous avez un niveau d'épargne qui se traduit dans les dépôts bancaires, dans les SICAV monétaires, c'est-à-dire dans les placements sans risque, qui est en train d'augmenter de manière tout à fait importante. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait évidemment que ça aille davantage vers l'investissement productif et des placements plus risqués. Dans ce paysage un petit peu sombre, quand même, je le décris comme ça, mais c'est un peu la réalité telle que je l'observe, il y a quelques points d'amélioration. La croissance repart doucement. Il y a des entreprises qui, globalement, sont assez peu défaillantes. Le taux de faillite d'entreprise est assez bas. Donc, on a des entreprises qui sont plutôt saines. J'ai envie de dire qu'il ne faut surtout pas gâcher ça parce qu'on est dans on a une habitude, alors en France, dès que ça va un petit peu mieux, que le déficit s'améliore, de penser que c'est une cagnotte. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, de penser qu'il est important de commencer la redistribution. Donc, attention à ça. Donc, en synthèse, moi, j'aurais juste 4 points. Je pense qu'en France, on fait une politique keynésienne depuis très longtemps. Donc, voilà, notre déficit budgétaire est permanent. Les taux d'intérêt sont très bas, on n'en profite pas vraiment. Donc, sans doute est-il opportun de maintenir un niveau de dépenses publiques élevé dans une période où la conjoncture et le chômage sont encore élevés, la conjoncture faible, le chômage élevé. Bon, attention à ne pas aller trop loin, parce qu'on l'a bien vu dans les années 2008, 2009, 2011, 2012, dès que ça commence à être un petit peu tendu sur la France, dès que l'euro n'est plus là, dès que la Banque centrale commence à ne plus mettre en place ses programmes d'achat de dette publique, on voit que la dette française, la dette des pays du Sud, commence à être plus chère. Et donc, tout ça, c'est un point d'inquiétude. Donc, il faut prévoir ce qui nous permettra de fonctionner normalement le jour où on arrêtera les perfusions monétaires. Troisième point, je suis tout à fait d'accord, l'État est bien légitime à intervenir, mais à condition que ça soit à bon escient, des investissements qui effectivement sont productifs et certainement pas bétonner les fonds de rivière. Mais bon, parfois on se demande si on ne fait pas un peu. Enfin, il y a beaucoup de ronds-points, avec des fleurs, des trucs comme ça. C'est très très bien, mais il faut peut-être les arrêter aussi. Voilà, donc ça c'est... Bon, parce que les fonds de rivière, je ne savais pas, mais les ronds-points, j'en ai vu beaucoup. Donc, regardez les collectivités locales. Enfin, on fait des réformes, mais on les fait moyennement. Voilà, donc des investissements d'avenir. Et donc, si on veut faire des investissements pour l'avenir, il faut réduire les dépenses du courant. Et donc ça, c'est compliqué, mais ça, il faut absolument le faire. Et puis, donc moi, je serais certainement, il ne faut peut-être pas complètement enterrer Keynes, mais dans notre pays, j'ai envie de dire qu'il faut le laisser dormir un petit peu, parce qu'on pense chez nous que l'État peut tout, et c'est vraiment embêtant.
Il faut que l'État fixe les règles du jeu, il faut que l'État permette aux entreprises, aux acteurs économiques de voir avec des règles stables comment ils peuvent durablement investir, et ça me paraît plus important que de continuer à alourdir le déficit budgétaire. Voilà, merci. Alors, on va lancer le débat. Il y a beaucoup de sujets très... Bon, on va pas se mettre tous d'accord, j'imagine. Vous n'allez pas tous vous mettre d'accord. Mais d'abord, on va prendre une question d'un étudiant. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et poser votre question pour lancer le débat? Bonjour à tous, mesdames, messieurs, je m'appelle Dylan, je viens de l'école normale supérieure de Cachan. Et donc, la question, je la fais en tant que jeune Français et surtout en tant que jeune Européen. Parce qu'il me semble, comme vous l'avez rappelé, M. Wolf, que aujourd'hui, la politique économique se faire au niveau de la zone euro et même plus largement au niveau de l'Union européenne. Et il y a certains économistes, comme nous l'avons évoqué, qui prônent des politiques contracycliques, à savoir une politique budgétaire restrictive en période d'expansion économique. Ce type de politique a réussi à des pays comme l'Allemagne, mais ça a réussi à l'Allemagne dans les années 2000. Pourquoi? Parce qu'il y avait, dans les pays d'Europe du Sud, une forte demande ou des politiques budgétaires plutôt expansionnistes. Donc aujourd'hui, concrètement, puisque nous sommes des pays qui ont des forts taux d'endettement, si nous menons tous des politiques budgétaires restrictives, est-ce que finalement on ne va pas atterrir à une sorte de marasme économique au niveau du continent? Allô? Et finalement, n'y aurait-il pas une sorte de solution miracle, notamment la mutualisation des dettes ou quelque chose de cette forme? Je vous remercie. Alors, qui veut répondre à cette question? Parce qu'en effet, en gros, est-ce que l'Allemagne... Gunther, peut-être tu veux répondre à cette question. Est-ce que l'Allemagne devrait justement jouer un peu un rôle plus moteur ou contracyclique maintenant qu'elle a un surplus budgétaire et que tous les autres pays, tous les États sont contraints par leurs dettes? Bon, je crois que la réponse en bref, c'est oui. La réponse en large, c'est que je suis assez d'accord avec ce que M. Vidal a dit aussi. Keynes, il faut bien penser dans quel pays il faut appliquer Keynes. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que, par exemple, en Italie, on ne va pas résoudre le problème de l'Italie avec une grande relance budgétaire. L'Italie a des problèmes vraiment structurels, c'est-à-dire dans le système bancaire, mais aussi au niveau de la productivité. La productivité en Italie est à zéro depuis zéro croissance depuis 15 ans. C'est ça le problème fondamental de l'Italie. Il faut adresser ce problème plutôt avec des politiques structurelles. Et si on fait une relance budgétaire en Italie, dans un sens, on aide à court terme, mais on met la situation pire à long terme, car l'Italie doit faire aussi un ajustement relatif de prix vis-à-vis de l'Allemagne. Mais l'inverse, c'est évidemment que l'Allemagne a connu une déflation relative au reste de la zone euro. Et il faut maintenant un ajustement à la hausse par rapport au reste de la zone euro, ce qui d'ailleurs est quelque chose qui est compris même par mon ancien employeur, la Bundesbank, qui dit ça ouvertement. Il faut un taux d'inflation plus élevé en Allemagne que dans le reste de la zone euro. Et si on veut avoir 2% dans la zone euro, l'arithmétique nous convainc qu'il faut avoir plus que 2% en Allemagne. Donc là, je crois qu'il y a un rôle budgétaire que l'Allemagne peut jouer. Mais il est vrai aussi, le budgétaire, ça va
est-ce que ça sera suffisant? Je ne crois pas, parce que le budgétaire, ça peut aider, mais après, il y a plein d'autres choses qui sont plutôt de nature structurelle aussi, pour déclencher l'investissement privé, par exemple dans le numérique, dans le secteur service en Allemagne. Donc, il me semble, c'est vraiment le mix structurel, fiscal, budgétaire qui est très important. Patrick, tu veux rajouter un mot là-dessus? En complément, oui, il y a deux choses. Il y a ce débat très important de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'excès d'épargne des Allemands. Et donc, René Loma disait, évidemment, il y a des besoins d'infrastructures en Allemagne. Ceci reste extrêmement petit. Je crois que les Allemands épargnent énormément pour des raisons auxquelles nous ne pouvons rien, en particulier la crainte du vieillissement, quelque chose qui est extrêmement fort en Allemagne. Donc il me semble que la bonne solution, c'est peut-être pas de demander aux Allemands d'épargner moins ou de réduire leurs excédents, c'est d'être capable de prendre ces excédents pour les investir en Europe, puisqu'aujourd'hui, les excédents de l'Allemagne ne vont pas dans le reste de l'Europe. Les autres pays européens ont aussi des excédents extérieurs, donc n'empruntent plus l'excès d'épargne des Allemands. Donc le vrai challenge, c'est pas de faire consommer des Allemands qui n'ont pas envie de consommer, c'est de prendre l'épargne des Allemands pour en faire des investissements en Europe et pas des investissements en Asie ou ailleurs dans le monde. Et puis deuxième point, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même extrêmement important, c'est que nous devons garder au minimum la solvabilité budgétaire de l'ensemble de la zone euro. Pays par pays, elle n'est pas assurée, mais si le jour où on se convaincra que la zone euro n'assure pas sa solvabilité budgétaire, tous nos dispositifs s'effondreront. Les fonds européens, les investisseurs européens, la Banque européenne d'investissement, le ESM. Donc il faut absolument vivre sous cette contrainte que jamais on ne puisse envisager que la zone euro globalement n'est plus solvable. Si certains pays ne sont pas solvables, d'autres le sont, ça s'arrange, on peut faire de la mutualisation. Si globalement la zone n'est plus solvable, tout le dispositif de sauvetage qu'on a mis en place avec des bouts de mutualisation depuis la crise va complètement s'effondrer. Et honnêtement, on n'en est pas très loin de la perte de solvabilité de la zone euro. Donc, quand Pierre-René Lema dit, bien sûr, il y a plein de besoins, on ne sait d'ailleurs pas bien les chiffrer, mais c'est vrai, sans doute, dans le numérique, dans les énergies renouvelables, dans l'éducation. Il faut quand même faire attention qu'il faut vraiment que ceci ne nous fasse pas basculer dans l'autre monde où la finance mondiale considérait que, globalement, nous ne sommes plus solvables. Pierre-René Lema, vous voulez... Non, ou alors, enfin moi, ce que je me disais, c'est peut-être ce qui est compliqué, peut-être pour rebondir, c'est que c'est compliqué de convaincre les épargnants allemands d'investir en Europe alors que les taux sont extrêmement bas, que les rendements sont hyper bas, non? Et donc c'est un peu le paradoxe de cette politique monétaire expansionniste qui n'encourage pas vraiment l'investissement en Europe. Oui, mais là, Guntram a dit une chose qui est vraie, je ne vais pas savoir tout de suite, c'est la raison profonde, c'est pas ça. La raison profonde, c'est que les Allemands ont prêté leur épargne à l'Europe pour fabriquer des immeubles stupides en Espagne jusqu'à la crise. Donc, il faut réussir à convaincre les Allemands qu'on va faire autre chose que des immeubles stupides. Sur des projets. Il y a une question là. Est-ce que vous pouvez donner un micro? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour la... Christian de Boissieu, je suis vice-président du Cercle des économistes. Voilà. Non, mais c'est une armée mexicaine, le Cercle des économistes. Il y a beaucoup de vice-présidents, alors vous en faites pas. Ça ne veut rien dire. Pour moi, la question, telle que je la comprends, c'est est-ce que Keynes, aujourd'hui, me permet de comprendre le monde dans lequel je vis et d'agir dessus? C'est comme ça que je comprends la question. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Vous avez tous insisté sur le volet budgétaire, fiscal, un peu de politique monétaire, mais surtout budgétaire et fiscal. Moi, je ne cherche pas à sauver le soldat Keynes. Mais pour répondre à la question que je viens de poser, est-ce que Keynes me permet de comprendre, de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes, et donc d'agir dessus? Il y a 2 points qui n'ont pas été explicites sur lesquels je répondrai oui. Premièrement, Keynes, il me permet de comprendre les limites de la politique monétaire. On n'a pas abordé le concept de trappe à liquidité dans ce débat. Moi, j'enseigne toujours, la trappe à liquidité pendant 20 ans, je n'avais pas d'exemple à donner. Depuis 20 ans, j'ai des exemples à donner avec le Japon et puis les autres pays. Bon, quand les taux d'intérêt sont bas ou trop bas, inefficacité de la politique monétaire, problème de transmission. Alors, Patrick, tu connais ça aussi bien que moi, mais j'aimerais bien que tu en dises un mot. Deuxième sujet sur lequel Keynes me permet de mieux comprendre le monde dans lequel je suis, le fonctionnement des marchés financiers. Et ça rejoint le débat sur les anticipations. Keynes nous dit en 1936, les marchés financiers fonctionnent comme un
beauty contest, comme un concours de beauté, où le plus important, ça n'est pas de savoir, excusez-moi de cette image, c'est celle qui l'utilise, ça n'est pas de savoir quelle est la femme la plus belle, le plus important, c'est de savoir ce que les autres vont penser de qui est la femme la plus belle. Bon, et donc là, derrière cette idée des marchés financiers fonctionnant à la lumière d'anticipation mimétique ou réflexive, vous avez la théorie des bulles, qui est construite par Keynes, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Et donc, là, moi, ces deux apports qui n'ont pas été explicites et que je retiens aujourd'hui de Keynes, en plus de tout ce que vous avez dit sur les débats budgétaires et fiscaux, pour mieux ou moins mal comprendre le monde dans lequel je suis. Alors, Gontram veut réagir, peut-être Patrick, et ensuite Pierre-René Lemain, et puis... Oui, merci. Je crois que moi, j'ai quand même passé pas mal de temps d'expliquer pourquoi la politique monétaire est limitée. Et c'est exactement à cause de la trappe de liquidité. Puis ce qu'elle fait maintenant... Non, mais je n'ai pas dit le mot, mais le nom trappe de liquidité. Les examens en septembre. Ah oui. D'accord. Donc, ce que la politique monétaire essaye de faire actuellement, c'est de... Parce que sur le court terme, elle ne peut plus rien faire. Parce que là, bon, évidemment, on peut réfléchir sur un système monétaire où on élimine le cash. Et à ce moment-là, on peut réduire le taux d'intérêt dans le négatif. Et il n'y a plus vraiment de trappe de liquidité. Mais il est assez difficile de penser que ça sera faisable au moins dans les 5 années qui viennent. D'ailleurs, il y a des économies où le cash, donc la liquidité, on dit le cash en français, n'existe presque plus, par exemple les pays scandinaves. Et là, on peut effectivement plus facilement réduire le taux d'intérêt dans le négatif. Et voilà. Et donc, on ne peut pas faire ça dans la zone euro. Et en conséquence, on essaie de réduire le taux à long terme. Donc, le problème, donc, on essaie de réduire le yield curve, hein, le taux de long, voilà. Et le problème avec ça, c'est que, en conséquence, le marge pour les banques est à la baisse, parce que les banques, qu'est-ce qu'ils font les banques normalement? Ils prêtent à court terme, ils donnent des emprunts à long terme. Et si cette marge est à la baisse, on réduit la profitabilité des banques. Et il me semble que ça, c'est un des problèmes clés dans la zone euro, parce que on a probablement trop de banques déjà. Et maintenant, on ajoute une pression supplémentaire sur le système bancaire qui crée un problème financier. Vous me donnez une phrase qui ne sera pas la dernière. La question qui m'intéresse depuis 10 ans, c'est en termes de niveau, où se situe le niveau à partir duquel intervient la trappe à liquidité par rapport au taux zéro auquel sont arrivées les banques centrales. C'est ça la question. Keynes, en 1936, disait dans la Grande-Bretagne des années 30, le seuil à partir duquel il y a la trappe à liquidité, mais il n'avait pas fait d'études économétriques. Il disait c'est 2%. C'était purement intuitif. Et par rapport au Japon, par rapport à ce qu'on vit depuis 10 ans, comment se situe le niveau de trappe à liquidité à partir duquel la politique monétaire devient inefficace, puisque la demande de monnaie devient infiniment élastique, par rapport, disons, à la politique concrète des banques centrales, c'est-à-dire taux zéro. C'est ça aussi la question qui m'intéresse. Tu as même reçu à ton examen, hein, bien sûr. Patrick, tu veux... Oui, non, pour répondre à Christian de Boissieu, ouais, je crois qu'il faut quand même peut-être préciser un peu plus. Il y a deux objectifs possibles pour la politique monétaire. La première, c'est celle que tu évoques, c'est de soutenir la croissance. Or, elle ne le fait pas. Enfin, ma sensation, c'est qu'elle ne le fait pas, en particulier parce qu'elle n'a pas réussi à faire repartir le crédit, parce que les taux d'endettement étaient trop élevés. Donc, de ce point de vue, on est en trappe à liquidité. Mais il y a un autre objectif, c'est ce que nous appelons du jargon de fiscal dominance, hein, c'est de dire la politique monétaire est assujettie au maintien de la solvabilité des États. Et là, ça marche.
Quand on a des taux d'intérêt à 0 à long terme, on rend fictivement les États solvables. Donc cet objectif de fiscal dominance, il est parfaitement rempli par les politiques monétaires. Moi, je pense profondément que c'est ça qu'elles font. C'est pas d'essayer... Il y a François Villeroy-de-Galhau au fond qui s'évanouit, mais c'est pas grave. C'est pas d'essayer de soutenir l'activité, parce que c'est très compliqué dans des États très endettés, aussi bien avec des dettes publiques et privées, de soutenir l'activité par la politique monétaire. On a du mal à faire repartir l'endettement, mais c'est d'empêcher les faillites des États. La question, c'est la question de sortie de cette politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut sortir d'une politique monétaire qui empêche la faillite des États si les États n'ont pas fait, entre-temps, ce qu'il fallait pour être solvables par eux-mêmes, quoi. Et c'est ça, la grande difficulté que j'ai avec l'activisme budgétaire. Hein, c'est de dire ça se place dans une situation où, sans les politiques monétaires, les États ne seraient pas solvables. Est-ce que François de Gallo veut réagir là-dessus, puisque nous avons le gouverneur de la Banque de France dans l'audience? Je vais être ultra court, je crois que l'important c'est de garder des questions pour la salle. Il y a quelque chose avec lequel je suis d'accord et quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Là où je suis d'accord, c'est que la politique monétaire ne peut pas tout faire et que ce qui a été évoqué sur une politique budgétaire intelligente et surtout sur des réformes en Europe, là on a un énorme espace de manœuvre pour la croissance et pour mieux utiliser l'épargne. Le grand atout qu'on a en zone euro, c'est qu'on a énormément d'épargne. On a plus de 200 milliards d'euros d'excédent d'épargne disponible et effectivement, il faut utiliser l'épargne allemande plus intelligemment dans le reste de l'Europe. Il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, et Patrick Artus ne sera pas très surpris, c'est déjà sur les objectifs de la politique monétaire. Je rappelle quelque chose d'ultra simple. Le premier objectif de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Et notre problème aujourd'hui, c'est effectivement qu'on a une inflation trop basse en Europe, qui est à 0, alors que la bonne cible, les Américains disent la même chose, c'est 2% d'inflation à moyen terme. Donc notre première priorité, c'est ça. Après, je pourrais être très long sur l'efficacité de la politique monétaire. Je pense qu'il y a des résultats là-dessus, on le mesure. Le crédit est reparti en Europe, peut-être pas assez, mais on avait une évolution négative du crédit avant cette politique monétaire active. On a maintenant une croissance du crédit entre 1 et 2%. C'est 4% en France. On souhaite tous que ça soit encore un peu plus. Voilà, il y a une action. Elle est nécessaire, elle est efficace. Elle n'est pas suffisante parce qu'il faut les autres outils. Pierre-René Lema, vous vouliez réagir, ou peut-être M. Vidal, sur les anticipations des acteurs. Je partage à 100% ce que vient de dire François Villeroy-de-Galhau. Il est clair qu'il y a une petite relance du crédit, donc ça mérite d'être souligné. Comme je l'ai dit, c'est quand même une relance du crédit qui, du côté de l'entreprise, se fait principalement par des opérations financières plus que par des opérations d'investissement de productivité. Il y a une petite reprise également sur le logement qui est permis de construire, etc. Donc c'est quand même plutôt un élément positif. Voilà. C'est sûr que des taux à 0, c'est quand même incitatif pour une bonne partie des gens. Donc cette politique-là, on ne peut pas dire qu'elle ne sert à rien. Elle est quand même un petit peu efficace. Mais toutes les anticipations un peu interro-négatives sur la manière dont l'économie en général, les équilibres de retraite et tout ça seront assurés, restent quand même et donc font planer une incertitude qui ne permet pas d'ancrer suffisamment positivement les anticipations d'économie, de stabilité, etc. Et les réformes sont très, très, très difficiles. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quand même une inquiétude, je pense, pour une bonne partie des acteurs. Alors après, ceux qui sont positifs, ils vont un peu à l'étranger, mais à l'étranger, c'est pas simple non plus partout. Hein, donc voilà, ceux qui étaient en Asie, ceux qui étaient au Brésil, il y a 2-3 ans, il fallait absolument investir au Brésil. Aujourd'hui, c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un environnement qui, au plan mondial, est quand même relativement moyen. Pierre-René Lema, vous aviez des remarques? Oui, moi moi je suis embêté à ça, donc je ne peux pas répondre à l'aspect théorie économique parce que je ne sais pas. Mais dans la pratique, je constate deux choses. Au lendemain du Brexit, au fond, les pays européens se sont tous posé une question en regardant l'évolution des spreads, qui était: je suis du bon côté de la force ou je ne suis pas du bon côté de la force? Je suis du côté, et en tous les cas les Français se sont posé la question, Europe du Sud, ou je suis du côté Allemagne et Europe du Nord? Et évidemment on peut théoriser jusqu'à l'infini en disant, bon,
fond, on a connu à une certaine époque une manière assez simple avant l'euro de régler le problème, c'est de solliciter l'Allemagne pendant des mois pour qu'elle veuille bien réévaluer, pendant que d'autres pays d'évaluer leur monnaie nationale. Et ça se traduisait par des drames politiques et des résultats parfois positifs sur le plan des politiques de relance économique, en tous les cas sur le court terme. Donc moi, il y a une chose au moins dont je suis sûr, c'est que s'il n'y a pas une vision globale européenne d'une manière coordonnée et solidaire de répondre à cette question, la tentation de répondre non pas de manière nationale, mais par bloc de pays en fonction de leur situation, à la fois d'endettement, à la fois de perspectives de croissance, et puis évidemment par rapport à la réalité aujourd'hui de ce que sont les marchés, la capacité d'épargne dans les différents pays, ça se traduira par une espèce d'éclatement. Voilà. Le deuxième, c'est, moi j'avais envie tout à l'heure, c'est vrai, je l'avais noté, donc j'aurais pas une bonne note, mais j'avais bien noté l'affaire du Botti Contest. Je voulais l'évoquer tout à l'heure en disant qu'à la fin des fins, on choisit jamais la plus belle, on choisit en effet celle dont on pense que tout le monde va penser qu'elle est la plus belle. Et c'est une réflexion très profonde. Keynes était aussi philosophe. C'est une réflexion très profonde, pas seulement une réflexion économique qui donne à penser, et qui donne notamment à penser au-delà de ce qui a été dit sur les politiques monétaires, sur le poids considérable à la fois des anticipations et des conformismes. On est dans un monde qui est assez étrange de ce point de vue-là, que Keynes ne savait pas imaginer sous cette forme-là, et que je pense d'ailleurs que les grands monétaristes de la période Reagan-Thatcher, dont certains ont encore la nostalgie, n'avaient pas imaginé non plus. C'est le monde du plein de zéro. On est dans un monde zéro. On est dans un monde où la croissance est aux alentours de zéro. On est dans un monde où les taux sont aux alentours de zéro. On est dans un monde où l'inflation, une Europe, est aux alentours de... Une Europe, monde occidental d'ailleurs, où on est aux alentours de zéro. On est dans un monde zéro. Et dans ce monde zéro, pour une entreprise, la question n'est pas de diminuer les emplois, mais surtout de ne pas en créer, de rester à zéro. Le salarié n'a aujourd'hui aucun intérêt à quitter son entreprise pour aller ailleurs, d'abord parce qu'il fait froid dehors, qu'il n'est pas sûr de trouver de l'emploi, et puis que là où il est, au fond, il n'a pas besoin non plus d'une augmentation de salaire. Il ne la sollicite pas, c'est trop dangereux. Et donc, même si, à la marge, les chiffres des 2 années précédentes montrent une petite croissance, on est dans un monde zéro. Dans ce monde où la plupart des données, pardon d'être très basique, concret, pas de croissance, pas d'inflation, pas d'emploi, l'ensemble de cette courbe est à zéro et parfois au-dessous de zéro. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, les réflexions de Keynes sur le rôle de l'un des acteurs qui peut anticiper sur le long terme et qui est l'acteur public est un sujet important. Puis, deuxième réflexion que je voulais faire, c'est, si vous allez me pardonner, on est quand même des vieux complices. Les ronds-points, c'est les années 70-80. Les ronds-points, c'est la fascination de la France pour la Grande-Bretagne. Alors, en Grande-Bretagne, on ne fait pas des 2 fois 2 voies, on fait des 1 fois 1 voie avec des ronds-points. Et la France des années 70-80, début des années 90, s'est lancée dans une politique où il fallait une piscine par village, un rond-point dans chaque route départementale ou vicinale, et ce qu'on appelait à l'époque des COSEC, des salles des sports, dont on ne sait pas quoi faire, à peu près sur l'ensemble du territoire national. Le meilleur exemple, c'est d'ailleurs pas les ronds-points, c'est les palais des congrès. Regardez la France des palais des congrès. C'est une carte géographique extrêmement intéressante. Elle croise à peu près la carte géographique des zéniths qu'on est obligé de fermer. Donc, l'investissement absurde, c'est l'investissement des années 80-90. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de l'investissement utile est une question à laquelle il est nécessaire de répondre d'un point de vue coordonné européen. Je vais dire encore une grande banalité, plus de praticiens en réalité, que ni de banquiers, ni d'économistes. Dans une Europe qui est gorgée d'économie, qui est gorgée de liquidités, et qui va être gorgée de liquidités de plus en plus, à fur et à mesure que les politiques accommodantes de la Banque centrale européenne voient leur thème s'éloigner. Il est vraisemblable qu'avec le Brexit, les calendriers qui ont été imaginés pour mettre un terme à ces politiques de quantitative easing vont sans doute s'éloigner dans le temps. Comme d'ailleurs aux États-Unis, qui ne sait pas à quel moment exactement la Réserve fédérale va commencer à mettre fin ou à revenir en arrière sur ces politiques dites accommodantes. Dans cette Europe gorgée de liquidités,
Sauf à imaginer qu'il n'y a nulle part des besoins, il me semble que la question à laquelle nous devons collectivement répondre, c'est celle des tuyaux qui permettent de lier cette capacité d'épargne et de liquidité à la réponse aux besoins, et notamment aux besoins d'investissement. Peut-être qu'on retrouve les cycles vertueux décrits par Keynes à la fin, d'ailleurs. À l'époque, là aussi tout le monde sait ça, à l'époque où Keynes, reçu par des économistes américains, finissait par conclure en disant « c'est très étonnant, tout le monde est keynésien autour de moi, sauf moi ». Est-ce que, Monsieur Perry, comment vous voyez l'Europe? How do you see how do you see Europe and this conundrum, this world, the 0% world that Monsieur Lemar is talking about? Well, let me answer with an Argentine narrative. The new government in Argentina is trying to do the right thing after 15 years of a government that did everything wrong. Now, they are trying to launch a huge public investment infrastructure program because there is a major lack, and it has all the virtuous things that we think. But how do they go about it? Just public investment? The public debt is very high, the public deficit is very high, so it may have very negative consequences in the very short time, and it may not be financed. Then try to do it only through good regulations for private investment. Well, after 15 years of destroying all the regulatory regimes, trying to have new regulations that inspire confidence in the short term is not going to be very easy. It takes time. So probably the answer is a good public-private association program. But that is easier said than done, because the devil is in the details. What kind of concession contracts? How do you share the risk between the public and the private sector? What projects? Do we have the engineering ready and so on? So let me just say that if I try to see the situation in Argentina, it will take them at least 2 to 3 years to put forward a good program. That's what it took us in Colombia. We are now beginning a major PPA program, but it took us 3 to 4 years to prepare the right institutions, the right contract, the right financing solutions. So I don't see a very easy solution in the short term. Patrick, est-ce que on peut conclure peut-être ce panel? Bon, est-ce qu'on a perdu un peu de temps en Europe? Comment on aborde ce nouveau cycle? Oui, je crois le panel nous montre surtout qu'il va falloir être capable de répondre à un certain nombre de questions. La première, il me semble, c'est de dire, est-on tout à fait certain qu'il faut utiliser la demande publique? On a une insuffisance de demande, Guntram l'a dit, c'est tout à fait clair, c'est surtout vrai en Europe, d'ailleurs c'est pas vrai partout dans le monde. Est-ce qu'il faut plutôt faire des politiques d'investissement public en essayant qu'elles soient intelligentes, on l'a dit? Est-ce qu'il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas plus d'investissement privé, pourquoi les entreprises n'investissent pas plus? Est-ce que, comme il a été suggéré par Pierre-René Lemar, est-ce que certains investissements publics sont des déclencheurs d'investissements privés? C'est des choses que les Chinois font depuis 30 ans. Quand on électrifie les campagnes, après, les paysans achètent des biens d'équipement, des frigidaires, etc. Donc je crois que la complémentarité investissement public-privé, c'est une idée extrêmement importante, il me semble, de cet environnement. La deuxième question, c'est la capacité à détecter les bons investissements des mauvais. Séparer le grain de livret dans les investissements, ça a l'air simple comme ça, parce qu'on a tous des idées préconçues et des préjugés. Donc, a priori, le digital, c'est bien, et a priori, les ronds-points, c'est mal, quoi. Sauf que ça fait quand même 10 ans qu'on fait énormément d'investissements dans le digital et que la productivité continue de ralentir. Donc, sans doute, c'est pas tout le digital qui est bon, quoi. Et donc, notre capacité à à vraiment dire cet investissement-là, il est efficace, il va faire de la productivité, ça peut être par des voies très indirectes. M. Leval le disait aussi, ça peut être, tu le disais, Guntram, ça peut être l'apprentissage, quoi. Je veux dire, la formation en alternance. Il y a plein d'investissements qui indirectement font de la productivité. Troisième question. Et puis, troisième question, je crois, c'est la question de solvabilité budgétaire. Je répète, mais je crois que c'est extraordinairement important. Nous ne devons pas perdre la solvabilité budgétaire de la zone euro.
s'il se déclenchait la moindre incertitude internationale sur la capacité globale de la zone euro à rembourser ses dettes, tout s'effondrerait, parce que tout est basé finalement sur le fait qu'à la fin, la zone euro est le producteur de la solvabilité des projets européens que nous lançons, quoi. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Et je redis qu'il me semble que si aujourd'hui, supposez que ce soir, le président de la Banque centrale européenne annonce qu'on sort de la politique de quantitative easing, demain, on a une crise budgétaire dans la zone euro. Donc, je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux et qu'il ne faut pas prendre comme acquis que cette solvabilité budgétaire est là pour toujours, quoi. Merci beaucoup pour ce panel.